Alors, les fluides de coupe de métaux, vous le savez sûrement, sont utilisés dans les activités de tournage du métal. Je vous dis au départ que nous, notre projet a vraiment focusé sur les fluides de coupe solubles, donc à base d'eau. Puis un petit peu plus tard, je vous expliquerai pourquoi. D'un point de vue statistique, il y aura 1,2 million de travailleurs américains qui sont exposés aux fluides de coupe de métaux. Et au Québec, on estimait qu'en 2000, il y avait à peu près 8000 travailleurs dans à peu près 860 établissements qui manipulaient ce genre de produits. Au cours des 20 dernières années, il y avait plusieurs problèmes de santé qui avaient été décrits dans la littérature, incluant des problèmes dermatologiques, des cancers et aussi de l'alvéolite allergique extrinsèque. Puis nous, c'est par cette voie-là qu'on a commencé à s'intéresser aux fluides de coupe. On s'est rendu compte qu'au Québec et au Canada, il y avait très peu d'informations disponibles quand on avait soumis le projet à l'époque. Santé des travailleurs avait été évaluée d'un point de vue des cancers, pas vraiment d'études sur la contamination microbienne des fluides. Il y avait une seule étude québécoise qui avait été publiée, qui avait été faite par notre équipe en collaboration avec les gens de l'IRSST sur les fluides de coupe dans certaines usines pilotes, puis la contamination en bactéries, puis en moisissures et en mycobactéries. Les fluides de coupe, c'est quoi? Ça se trouve être des composés d'huile qui sont en fait des fluides de coupe solubles, des composés d'huile émulsionnés dans l'eau, et c'est additionné d'additifs avec des recettes très particulières d'un fluide à l'autre, ça dépend vraiment des compagnies. Ce qu'on sait, c'est que le fluide en tant que tel, c'est une source de carbone qui peut être utilisée par les micro-organismes, donc favoriser la croissance microbienne. Et d'un point de vue de l'industrie, la croissance microbienne va être une nuisance parce que quand le fluide se contamine, les propriétés vont changer, soit d'un point de vue du pH, la viscosité ou la protection contre la corrosion des appareils. Nous, ce qui nous intéressait plus, c'était vraiment l'exposition des travailleurs par la génération d'aérosols contaminés par des micro-organismes qui se développent dans le fluide et certainement par des bactéries qui sont presque toujours présentes dans ces fluides-là et qui sont donc susceptibles d'être inhalées par les travailleurs qui manipulent les fluides. Il y a très peu d'études qui portaient sur la caractérisation microbiologique des fluides. Ce qu'on savait ou ce dont on se doute, c'est que l'utilisation massive de biocides de façon un peu aléatoire ou désorganisée était quelquefois suffisante pour contrôler les problèmes de nature physique imputables à la croissance des micro-organismes et qui pouvaient avoir un débalancement de la flore microbienne qui peut favoriser les bactéries qu'on peut appeler, disons, pathogènes ou immunogènes dans ce cas-là. Ce qui avait été observé dans la littérature, c'était que s'il y avait des biocides utilisés de façon importante, il pouvait avoir une baisse de certains types de bactéries et les mycobactéries pouvaient donc émerger et apparaître en grande concentration. Les objectifs, donc, c'est de caractériser les fluides de coupe en utilisant des méthodes moléculaires et les méthodes traditionnelles sur gélose, caractériser la qualité et la concentration des brouillards d'huile et le nombre de changements d'air à l'heure dans les usines où on allait faire l'échantillonnage avec des méthodes d'hygiène industrielle. Et aussi mesurer les bioaérosols générés lors des opérations de tournage en utilisant différentes méthodes, le PCR DGGE pour la biodiversité, la microscopie à fluorescence et aussi les méthodes reliées à la culture. Aussi comparer la biodiversité entre les usines selon le type de système, soit le type de fluide, l'entretien, les biocides, le taux de changement d'air à l'heure et aussi mesurer les endotoxines. Identifier les opérations de tournage impliquées dans la génération de bioaérosols et la grosseur des aérosols générés. Déterminer les tâches de travail et les configurations des postes de travail les plus susceptibles de générer brouillard, bioaérosol et aussi exposition des travailleurs. Et finalement, poursuivre la validation d'une méthode de détection précoce des mycobactéries à l'aide des méthodes qu'on avait déjà publiées et appliquer cette méthode au bioaérosol. Au niveau de la santé, vérifier l'impact des différents niveaux d'exposition qu'on aurait documentés. Présence ou l'absence de mycobactéries dans les fluides et les taux d'alvéolite allergique. Identifier les sites qui corrèlent avec une plus grande exposition cutanée, démontrer l'étendue de la problématique des dermatites de contact aussi sur la population étudiée. Alors, les usines qu'on a recrutées, en fait, on avait un total de 44 sites de travail dans 25 établissements dans 7 régions administratives. Et on a fait toutes nos visites de mesures de bioaérosol et de changement d'air et tous les contaminants et la santé en période hivernale afin d'assurer finalement les pires conditions de travail, c'est-à-dire les taux de ventilation les plus faibles par économie d'énergie, les portes fermées, des choses comme ça. Au niveau des fluides de coupe, on a fait des prélèvements directement dans le bassin de fluide. On a fait de la culture sur différents milieux de culture pour des bactéries, pour les mycobactéries, pour les moisissures. Et aussi, on extrait l'ADN de ces bactéries-là et moisissures-là pour faire les méthodes moléculaires. On a aussi étudié l'eau avec laquelle était dilué le fluide parce qu'ils achètent une solution concentrée qui resuspend. On l'a filtré, on a fait de la culture. Et au niveau de l'herbe, on a fait l'échantillonnage Swanderson à 6 étages pour la culture avec des milieux de culture là, pour bactéries, pour moisissures. Poussière inhalable, méthode standard pendant 2 heures à 2 litres minute. Endotoxine, aussi méthode standard pendant 2 heures à 2 litres minute. Brouillard d'huile, méthode de l'IRSST
aussi méthode standardisée, taux de changement d'air, même chose, et la mesure des particules aéroportées avec un lecteur direct qu'on a utilisé 3 fois 30 minutes pendant notre période d'analyse. Toutes les bactéries qui avaient poussé sur le milieu de culture, on a fait l'identification par séquençage de l'ADN ribosomal 16S, qui est un gène conservé chez les bactéries, et les moisissures ont été identifiées par microscopie. La PCR quantitative a été utilisée pour la quantification de Mycobacterium immunogénome à l'aide aussi d'amorces spécifiques, et on a aussi utilisé des amorces universelles pour les bactéries totales. Biodiversité des fluides, par gel des GGE qui se trouve à donner un profil sur un gel où une bande représente une espèce, où on est capable après ça de prendre les bandes du gel, de les faire séquencer pour identifier les bactéries majoritaires et comparer aux bases de données pour faire une identification puis un aperçu de la biodiversité. Santé des travailleurs, questionnaire standardisé sur les symptômes, l'histoire, le tabagisme, etc. On a fait les fonctions respiratoires de chacun des travailleurs. On a mesuré le volume expiratoire maximal par seconde et la capacité vitale forcée, qui sont deux mesures très standards qui permettent de déterminer si les patients ont un syndrome obstructif ou restrictif. Auscultation par les infirmières, prise de sang pour la mesure d'anticorps. Et on avait des témoins pour chaque usine. On allait par exemple au centre d'achat, on avait un formulaire, on demandait du monde de nous donner du sang. Puis ça nous servait de témoins pour les prises de sang, sont pairés par âge et sexe, pour l'âge et le sexe. Santé cutanée, l'infirmière examinait le travailleur. Il y avait aussi une prise de photos des lésions quand il y en avait. Les photos étaient observées par le dermatologue et ensuite il y avait un diagnostic probable ou non de dermatite de contact ou d'autres maladies associées aux fluides. Alors on avait un total de 44 fluides qui étaient échantillonnés, donc à chacun des sites de travail dans 25 ateliers. Les bactéries totales allaient de non détectables. Quand je dis bactéries totales, c'est par méthode moléculaire. Donc de non détectables à 1 milliard de bactéries par millilitre, avec une médiane à 10 à la 8, donc de 100 millions. Bactéries cultivables de non détectables encore à 1 milliard de bactéries par ml cultivables, avec une médiane à 10 millions de bactéries par ml. La majorité des isolats qu'on a obtenus par culture étaient très proches ou appartenaient au genre Pseudomonas, qui est une bactérie à gram négatif, donc qui possède des endotoxines. Une bonne nouvelle, Mycobacterium immunogénome a seulement été retrouvé dans 2 échantillons sur 44 et le champignon Fusarium était présent dans 24 échantillons sur 44. Par des GGE qui nous permet d'avoir ce que je vous disais tantôt, l'espèce de profil de biodiversité. Ça vous montre un petit peu la diversité des bactéries qui ont été retrouvées sur gel, qu'on a pu séquencer. Il y a énormément de bactéries. Ici, ça saurait être la fréquence. Donc, cette bactérie-là, Pseudomonas pseudocalygenèse, qui est une bactérie à gram négatif, est retrouvée dans 33 échantillons sur 44, et ainsi de suite. Donc, les plus communes, comme Comamonas, c'est une bactérie très apparentée à Pseudomonas aussi, qui est une bactérie à gram négatif. Et on voit ici Mycobacterium immunogénome a été présent juste dans 2 fluides sur 44. Au niveau des bioaérosols, en fait, les méthodes moléculaires n'ont pas permis de détecter, à cause du seuil de détection au niveau moléculaire et surtout le volume d'air qu'on avait en possession pour faire l'analyse. Donc, c'est essentiellement des identifications des isolats par culture que je vous présente. Et encore une fois, sur 44 fluides, on a eu 13 fois de cultivables, un Pseudomonas ici, puis il y a d'autres bactéries aussi à gram positif. Et on n'a eu aucune mycobactérie de cultivable. Et par mètre cube en cultivable, ça allait de 12 à 520 unités formatrices de colonies par mètre cube, ce qui est quand même assez faible. À l'exception de l'usine numéro 4, on avait de 220 à 17 000 UFC par mètre cube de moisissure. Endotoxines, ça allait de non détectable à 186 unités d'endotoxines avec une médiane à 25, ce qui est quand même assez faible aussi. Et les brouillards de 0,02 à 0,89 mg par mètre cube, ce qui est bien en dessous de la limite d'exposition qui est de 5 mg par mètre cube. Seulement 9 sites respectaient la recommandation d'ACGIH de 4 changements d'air à l'heure. Habituellement, nous, ce qu'on a trouvé, c'était entre 0,6 et 14, mais il y avait juste 9 sites qui étaient au-delà de 4, donc la majorité était en bas de la recommandation. Par contre, on n'a trouvé aucune corrélation entre ce paramètre et les autres paramètres. Une hypothèse, c'est que nous, on était tellement près du site de génération des aérosols que, en fait, probablement que si on avait étudié la stabilité de l'aérosol pendant la journée, peut-être qu'on aurait eu des différences avec les taux de changement d'air, mais nous, on était vraiment au site d'émission, donc probablement que l'impact de la ventilation était non visible sur ce qu'on obtenait. Les poussières inhalables aussi étaient sous les seuils recommandés de 10 mg, soit de non détectable à 2,6 au maximum mg par mètre cube d'air. Ici, ce que ça nous dit, c'est que les particules mesurées en termes de taille étaient pour la plupart des particules très petites, donc plus petites que 0,3 microns. Donc, ça nous donne aussi l'indication que ces particules-là sont pour la plupart au moins des particules inhalables. Au niveau de la santé, la population étudiée, on avait 209 travailleurs qui ont été recrutés, 2 femmes sur ces 209. 205 travailleurs ont répondu dans le questionnaire qu'ils étaient en contact avec les fluides. Il y en a 4 qui n'ont pas répondu à la question.
En moyenne, ils avaient eu à peu près 24 000 heures de contact avec les fluides depuis le début de leur carrière. Ça, c'est les types de postes de travail qui ont été recrutés. L'âge moyen de 38 ans et très étonnamment, puis aussi ça a beaucoup nuit à l'étude, il y avait 48 des travailleurs qui avaient une histoire de tabagisme, 53 fumeurs et 47 anciens fumeurs, ce qui est vraiment plus élevé que la moyenne au Québec, qui est autour de 19-20 de fumeurs. Alors, les symptômes respiratoires actuels, il y avait 27 travailleurs qui disaient dans le questionnaire avoir des symptômes respiratoires, dont 15 qui étaient des gens avec une histoire de tabagisme, et 16 qui mentionnaient que les symptômes s'améliorent après le travail. Aussi, la dyspnée reliée au travail, on en avait 8 cas qui disaient qu'il y avait du mal à respirer quand ils étaient au travail. Par contre, il y en avait 6 là-dedans qui étaient des fumeurs. La sibilance, c'est les sifflements qui sont sentis par le travailleur, 21 dont 12 fumeurs. Et la fièvre ou des frissons, 24, 9 fumeurs et 15 non-fumeurs. Il y en avait 59 avec des problèmes de toux. Puis quand on a regardé ici, la majorité était l'hiver. Puis il y avait aussi une grande partie de ces travailleurs-là qui avaient une histoire de tabagisme. Pour les anticorps, on a choisi donc les micro-organismes qui nous semblaient les plus importants dans ce qu'on avait trouvé. Je vous ai dit tantôt qu'il y avait plusieurs échantillons, qu'il y avait du fusarium, qui est un champignon, des fois qui est associé avec des types d'allergies aussi. 2 types de monoliformée et solani. On a pris les mycobactéries et des espèces de pseudomonas. Donc, on utilise une méthode ELISA conventionnelle et on met les sérums des travailleurs et des témoins à l'intérieur pour pouvoir comparer. Pseudomonas, c'est le seul antigène où il y avait une différence entre témoins et travailleurs, où il y avait 16 des travailleurs qui répondaient. Donc, il y avait des anticorps contre pseudomonas contre 4,6 chez les témoins. Spirométrie, on avait 7 travailleurs qui semblaient avoir une maladie pulmonaire obstructive chronique, donc type emphysème, mais on n'a pas pu faire de lien avec le travail parce que c'était très fortement associé au tabagisme, probablement pas au travail. Il n'y avait aucun syndrome restrictif qui est propre à l'alvéolite allergique. Et il y avait une corrélation significative entre la quantité de moisissure et le typhno. Le typhno, ça se trouve être un rapport entre ces deux valeurs-là qui nous donne le syndrome obstructif. Au niveau dermatologique, il y avait différentes révélations au niveau du questionnaire. Toutefois, au niveau de l'examen, on avait déterminé qu'il y avait quelques cas suspects. Ce qui est plus inquiétant ici, c'est au niveau des utilisations des protections cutanées utilisées. Ça fait suite un peu à ce qu'on a entendu auparavant. L'utilisation des gants imperméables, il y en a quand même 95 travailleurs qui disaient avoir des problèmes cutanés dans le questionnaire qui n'utilisaient pas de gants et 74 aucune crème protectrice. Donc, il y avait 13 travailleurs avec lésions suspectes, des photos ont été prises et le dermatologue a diagnostiqué un cas de dermatite de contact sur nos 209 travailleurs. Alors, cette étude-là a permis de poursuivre aussi notre application des méthodes complémentaires à la culture, donc des méthodes moléculaires. On a reconfirmé ce qu'on avait confirmé dans plusieurs types d'environnements, que les méthodes moléculaires comme la PCR révèlent beaucoup plus de bactéries dans les fluides que la culture. Ça peut aller jusqu'à 5 logs dans certains cas. Pseudomonas, c'était le genre de bactéries le plus fréquemment retrouvé, sans égard au type de fluide, de machine ou de site. Donc, il était très présent, 52 des sites en culture et 77 lors de l'analyse moléculaire. Il était aussi le plus fréquent dans l'air. Ce qui nous inquiète ici, c'est au niveau des endotoxines. Mais vous avez vu que les niveaux d'endotoxines sont quand même relativement faibles. Mycobacterium immunogénome était seulement dans 2 fluides. Encore là, la PCR nous a permis de le révéler parce qu'en culture, il y avait juste un échantillon. Et la microscopie à fluorescence n'a pas pu être appliquée parce qu'au tout début, je vous disais qu'on voulait l'essayer, mais il y avait trop de particules fluorescentes dans le fluide, probablement des débris de métaux, des choses comme ça, qui a rendu la technique non utilisable, non applicable. Il y a aussi une corrélation des bactéries dans les fluides de couple et les bactéries dans l'air qui ont été retrouvées par culture. Les concentrations de moisissure qu'on a trouvées dans l'air étaient similaires à ce que les autres études avaient proposé, donc en bas de 1000 colonies par mètre cube. Les poussières inhalables aussi étaient similaires aux autres études, mais plus élevées en tour d'usinage ici. À ce site de travail-là, ce type de site-là, tour d'usinage, n'est pas un site qui est confiné dans une boîte ou qui est isolé. Donc, ça génère plus de poussière là, par rapport aux autres sites. Par contre, au niveau des endotoxines, le tour qui est non confiné en générait moins. Les brouillards d'huile étaient plus faibles, puis encore là, au niveau du tour, c'était plus faible. Et il y avait des sites ici, comme la rectifieuse, qui étaient vraiment plus élevés que les autres. Donc, on pense que la population qu'on a recrutée était représentative des travailleurs du Québec, parce que c'était pour la majorité des PME. On n'a aucun cas d'alvéolite allergique. 7 patients qui semblent démontrer des symptômes de maladie pulmonaire obstructive chronique, plus sévère avec l'histoire du tabac. L'atout en période hivernale, probablement dû au manque d'aération, l'humidité qui est réduite dans la bâtisse et surtout des co-infections qui ont lieu à cette saison-là. Et aussi, il y avait 34 travailleurs qui semblaient avoir des troubles respiratoires en lien avec le travail. Mais selon ce que j'ai regardé dans la littérature, c'est souvent la proportion qui est retrouvée dans à peu près n'importe quel milieu de travail,
Alors, des concentrations importantes de micro-organismes ont été observées dans la plupart des échantillons de fluides, jusqu'à 1 milliard de bactéries totales et cultivables. Alors, ce qu'on pense qui est super important, c'est de recogner sur le clou du fait qu'un entretien des systèmes et des changements dans les types de fluides sont essentiels. Puis c'est super important d'assurer un suivi régulier de la contamination microbienne. Les concentrations de mycobactérium étaient significatives dans seulement 2 échantillons, mais encore là, nous, avec nos méthodes, on était très sensibles, mais c'est très important d'effectuer un dépistage précoce de ces bactéries-là, parce que ce qu'on a vu dans nos études précédentes, c'est quand la bactérie s'installe, c'est presque impossible de la déloger. Pseudomonas et ses proches parents est observé dans une grande proportion des fluides. C'est encore là une bactérie à gram négatif. L'exposition d'azotoxines devrait être surveillée chez ces travailleurs-là si jamais il y avait un changement dans la façon de gérer l'usine puis le site de travail. Malgré des fluides qui sont fortement colonisés, la qualité de l'air était très bonne. Comme je vous dis tantôt, malgré que le fluide est extrêmement contaminé, les conditions font, premièrement, conditions de ventilation, conditions de machinage, ne semblent pas générer beaucoup de bioaérosols, ce qui est quand même une excellente nouvelle. Les taux de changement à l'air étaient pour la plupart sous les standards, alors peut-être un suivi rigoureux des normes de ventilation recommandées, l'utilisation de systèmes de ventilation locaux aussi pour éliminer à la source la génération de bioaérosols. Les poussières inhalables étaient sous les limites, donc on ne pense pas que les usines de machinage présentent des problématiques de poussière. Significativement, par contre, les poussières plus élevées en présence de tours d'usinage conventionnels par rapport aux autres équipements. On remarque aussi que les équipements les mieux confinés, comme les tours numériques sans usinage, génèrent moins de poussière. Donc, un meilleur confinement, l'élimination d'utilisation de l'air comprimé aussi lorsqu'ils nettoient les machines pourraient être des mesures pour réduire les concentrations de poussière inhalable dans ces machines-là en particulier. La taille des aérosols, c'est très petit. Donc, c'est très important de maintenir des taux d'exposition bas parce que plus les particules sont petites, plus il y a du risque au niveau de l'inhalation et de la toxicité de ces particules-là. Les concentrations d'aflatoxines et brouillard d'huile étaient faibles et en fait beaucoup plus faibles que ce qui a été décrit dans la littérature. Donc, c'est important de maintenir les bonnes conditions de ventilation et de confinement des appareils. Des 137 travailleurs qui ont déclaré des problèmes cutanés, seulement 42 faisaient usage de gants imperméables et 53% de crèmes protectrices. Il y a une personne qui avait une dermatite probablement de contact irritative ou allergique. Puis nous, on trouve que c'est très encourageant parce qu'on s'attendait de 10 à 30% au moment de la visite. Alors, on pense que les travailleurs du Québec dans les fluides de couple ne représentent pas de lésions importantes reliées au travail. 7 travailleurs avaient des valeurs de maladies obstructives et on pense que le tabagisme important dans cette population explique ces observations. Les bactéries présentes dans le fluide et dans l'air, donc, suggèrent que la concentration de bactéries dans les fluides peut influencer le degré d'exposition des travailleurs. Les tours de contrôle numérique produisent une plus grande quantité d'endotoxines que les autres types d'équipements. La différence est seulement significative lorsqu'elles sont comparées au centre d'usinage numérique et aux rectifieuses. Donc, ce n'est pas plus grand que tous les autres, mais quand on fait certaines paires de niveau statistique, ça devient significatif. Les corrélations significatives inattendues se sont produites, comme je vous disais tantôt, entre les fonctions respiratoires et les poussières. Alors, cette étude permet donc de faire la lumière sur la santé respiratoire cutanée et l'exposition des travailleurs en contact au Québec avec les fluides de couple. Ce n'est pas une étude exhaustive, mais par contre, on voulait effectuer la première étude et permettre de cibler les forces et les faiblesses de cette industrie qui est très importante. On pense aussi que ces résultats pourront servir de base de comparaison de la salubrité des fluides et du suivi de l'hygiène du travail. Je vous remercie beaucoup.